Oui, bonjour à tous. Voilà, Olivier Renier, je représente aujourd'hui la société IC. Dans mon quotidien, je suis plutôt du côté R&D, mais je vais vous montrer quelques exemples d'applications. Donc ça va être une présentation un peu moins technique, mais quelques exemples d'applications dans lesquelles on a pu utiliser des produits de couleur de l'eau, essentiellement la turbidité ici, pour des applications de suivi et de prévention d'impact d'activités anthropiques, principalement des travaux portuaires. Est-ce que ça a marché? Voilà, ça marche. Donc voilà un petit schéma général ici des activités là qu'on développe au sein de la société pour justement adresser ce genre d'application. Donc évidemment, c'est pas du tout exhaustif de tout ce qu'on pourrait faire dans ce contexte-là. Donc je vais pas tout détailler, mais voilà une application assez classique finalement qui est d'utiliser le côté un peu quasi temps réel de la donnée pour fournir des cartes de qualité de l'eau en quasi temps réel, donc réceptionner ou récupérer les données satellites dès qu'elles sont acquises, les convertir à travers des chaînes de traitement automatisées pour livrer un produit de, de, de qualité suffisante en quasi temps réel pour que des décideurs ou des gestionnaires puissent utiliser cette donnée et prendre des décisions. Alors, je n'ai pas trop parlé de ça parce que finalement, c'est une utilisation assez classique de ces produits couleur de l'eau, mais plutôt, je vais vous parler d'une utilisation combinée de ces produits avec une autre source de données qui sont les données météo-océaniques, donc finalement toutes les données qui sont fournies par des modèles ou par des observations concernant la marée, le vent, la houle, et combinées aux observations satellites, finalement, elles permettent de classifier ou en tout cas de représenter un petit peu enfin, ce qu'on appelle les climats de turbidité, donc finalement des grands patterns, des grands modèles de distribution spatiale de la turbidité autour d'une zone d'intérêt. Et ces climats de turbidité, ils vont pouvoir aider, par exemple, à définir des seuils d'alerte pendant les phases de travaux. Donc on va caractériser uniquement, évidemment, la turbidité naturelle dans ces climats de turbidité. Mais une fois que les travaux commencent et que la turbidité est suivie en continu, on peut éventuellement lever des alertes pour décider d'arrêter ces travaux si ce niveau de turbidité dépasse les niveaux de turbidité naturelle. Ces climats de turbidité ils vont pouvoir aussi nous aider à définir aussi des stratégies de suivi, notamment d'implantation des sondes pendant la phase des travaux. Donc tout ça, finalement, ce sont des approches qui viennent un peu en amont des travaux portuaires. Et puis, une autre approche qui est un peu plus récente chez nous, c'est cette approche plus de prédiction de turbidité. Donc là aussi, utiliser des modèles machine learning ou des modèles d'intelligence artificielle qui vont aller prédire la turbidité à J+1, J+2, J+3 pour aussi anticiper d'éventuelles élévations naturelles finalement de la turbidité pendant la phase de travaux. Donc je vais essayer de vous illustrer tout ça au travers de quelques exemples assez concrets. Donc voilà un premier exemple ici qui date déjà un petit peu. C'est une étude qu'on a menée en 2018 avec le bureau d'études Actima. Donc là, on est sur la baie de Saint-Brieuc. Vous avez probablement entendu parler de ce projet d'implantation d'un parc éolien en mer dans cette zone-là. Et donc là, on était en 2018, donc c'était bien avant les débuts des travaux qui ont commencé depuis, je pense. Et donc ici, il s'agissait finalement d'aller caractériser la turbidité naturelle. Donc, quel pourrait être à un instant donné ou pendant une saison donnée les niveaux de turbidité qu'on pourrait observer et du coup, quels seraient les seuils à devoir appliquer à ce moment-là pour détecter une surproduction de turbidité liée aux travaux. Donc pour ça, on a utilisé des larges bases de données d'images, alors MODIS et VIRS à l'époque, puisqu'en 2018, on n'avait pas encore beaucoup de données d'archives Sentinel-3, mais on peut évidemment faire la même chose avec Sentinel-3. Et en fonction donc, de la distribution spatiale de ces turbidités, couplée avec les données de forçage, donc marée, de houle et de vent, on a pu donc identifier ces grands ensembles ou ces grands patterns de distribution de turbidité. Donc on a réparti finalement en trois classes assez simples, hein, des turbidités faibles, moyennes ou fortes, et de combiner finalement ces patterns aussi à donc, ces données de forçage. Et donc là, vous voyez des exemples de distribution dans le cadre de turbidités fortes. Et finalement, ces turbidités fortes, elles sont essentiellement associées à des coefficients de marée élevés. Donc forcément, quand on a des forts marnages, on a beaucoup plus de remise en suspension,
Alors, ce n'est pas une information qui est nouvelle, évidemment, dans la région, mais le fait d'avoir ces grandes bases de données ou cette série temporelle permet un petit peu d'objectiver un peu plus la répartition saisonnière et spatiale de ces fortes turbidités dans la région. Donc, toutes ces données, elles vont servir notamment donc, à adapter ce seuil de surveillance pendant la phase de travaux. Un autre cas d'étude ici, donc là on est autour de La Rochelle. Le port de La Rochelle avait des projets d'extension il n'y a pas si longtemps, les travaux sont en cours maintenant, et donc là aussi on a contribué à une préétude, cette fois-ci non pas au travers des climaturbidités, mais plutôt pour l'appui à la localisation des sondes de suivi, ou des sondes de référence plutôt. Donc il y avait déjà eu des travaux qui avaient été faits avant notre intervention, notamment l'intervention d'un bureau d'études pour modéliser les panaches de turbidité qui seraient créés par les travaux. Et donc le port de La Rochelle avait déjà identifié la localisation d'une sonde de suivi, donc qui est située au sein même de ce panache ou de la zone d'impact de ce panache. Donc elle est matérialisée par le petit point jaune que vous voyez là. Et donc nous, on a utilisé un ensemble d'images Sentinel-2 et Landsat 8, donc cette fois on a de la haute résolution, pour aller identifier quels seraient les secteurs, cette fois-ci en dehors du panache, qui pourraient être utilisés pour comparer finalement la turbidité mesurée dans la sonde de suivi. Et donc l'objectif, c'est évidemment de trouver des zones dans lesquelles on avait des régimes de turbidité similaires. Donc pour ça, on a utilisé des cartes de similarité, donc une analyse de similarité entre la turbidité enregistrée au niveau de la sonde de suivi qui était déjà localisée et toutes les autres zones autour du port de La Rochelle. Et donc on a pu ainsi identifier 4 secteurs dans lesquels potentiellement on pourra implanter une sonde de référence et donc avoir un suivi qui sera relativement comparable à ce qui normalement devrait être observé à la sonde de suivi. Il y a eu une deuxième phase à cette étude qui est assez similaire. Donc là maintenant on est plus au sud de l'île de Ré. Donc ce que vous voyez là en haut à gauche, c'était tout un ensemble de localisations potentielles d'un autre couple de sondes de suivi et référence. Donc là vous avez les sondes de suivi. Donc c'est le port de La Rochelle qui avait identifié tous ces secteurs-là. Et vous avez ce polygone vert dans lequel il voulait voir implanter une sonde de référence. Et donc en utilisant le même type d'analyse, on a pu identifier 3 couples de sondes de référence et de sondes de suivi qui potentiellement pourraient être utilisés. Et le port de La Rochelle a fait son choix plutôt sur base de critères logistiques ou opérationnels. On ne peut pas mettre des sondes n'importe où pour ne pas gêner la navigation. Il y a des coûts aussi d'implantation en fonction de la profondeur, etc. Donc ils ont porté leur choix sur un de ces couples-là. Troisième exemple, et là on est en Méditerranée cette fois, autour de Port-la-Nouvelle. Port-la-Nouvelle a aussi des projets d'extension. Il y avait déjà aussi un protocole de suivi qui avait été imaginé. Donc là, les travaux n'ont pas encore commencé là-bas. Et on a 3 sondes, 3 localisations qui avaient déjà été identifiées, 2 au large et une dans la lagune, parce que vous avez ce petit chenal ou canal qui passe au travers de la ville et qui communique finalement la mer avec cette lagune. Donc il y a des échanges de masse d'eau possibles entre les deux. Et donc là, c'était plus un projet R&D, pas nécessairement appliqué ou dans le cadre d'une préétude, mais l'idée c'était d'appliquer finalement la même approche qu'à Saint-Brieuc avec une analyse de climat-turbidité, donc typiquement avec ce genre de carte-là, avec une emprise beaucoup plus large, fournie cette fois-ci par Sentinel-3. Donc là, on voyait bien la distribution de la turbidité sur l'ensemble de la zone et aussi dans la lagune. Il y avait un objectif plus de suivi ponctuel dans des cas bien particuliers, cette fois-ci avec Sentinel-2, où on avait des exemples finalement d'échanges de masse d'eau entre le large et la lagune. Donc pour aller observer un petit peu comment les choses se passent à cet endroit-là bien précis. Donc là, la haute résolution a tout son intérêt. Et puis le troisième objectif, c'était de calibrer finalement un modèle de prédiction de la turbidité. Donc là, c'était vraiment encore un sujet très, très R&D, mais là, l'idée, c'était d'utiliser aussi donc, ces données de forçage, marée, eau, les vents, alors ou les vents surtout en Méditerranée, et d'aller chercher donc, ces données dans les jours précédant le jour de la prédiction, et essayer de prédire quel serait le niveau de turbidité qu'on pourrait obtenir à J+1, J+2 ou J+3. Et donc ce que vous voyez là sur ce petit graphique, c'est un petit graphique de validation où on voit la turbidité prédite par rapport à la turbidité réellement observée par le satellite, ce n'est pas de la mesure in situ,
Donc on voit qu'il y a quand même des marges d'erreur qui sont non négligeables, mais globalement la tendance est là. Donc quand la turbidité augmente dans le satellite, elle est bien augmentée aussi dans la prédiction. Donc ça, c'est encore des choses qui sont en cours de développement, sur lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Un autre projet sur lequel on travaille, alors ça s'éloigne un petit peu de la surveillance de travaux en mer, mais c'est finalement un exemple aussi de complémentarité entre Sentinel-2 et Sentinel-3. Donc là, c'est un projet financé par l'Agence spatiale européenne qui s'appelle MEDEOS, dans lequel on intervient aussi avec évidemment beaucoup d'autres partenaires. Et là, l'objectif, c'est de fournir des produits de qualité de l'eau journaliers à haute résolution, sans trou, sur toute la Méditerranée. Donc le projet est assez ambitieux. Et pour ça, on va se baser sur des approches là, de fusion spatio-temporelle entre les deux capteurs. Donc vous avez un premier exemple de résultat là, qui est tout frais, ça date d'il y a quelques semaines. Donc à gauche, une image Sentinel-3 sans trou de concentration en matière en suspension. Et la même image issue donc, de cet algorithme de fusion avec une résolution cette fois-ci à 20 mètres. Donc là aussi, c'est encore des choses qui sont en cours de développement. Et finalement, donc, pour conclure, ce que vous avez vu un petit peu au travers de ces cas d'études, c'est que le protocole, en phase de travaux, il se repose encore beaucoup évidemment sur les sondes de suivi, sur des sondes de mesure, pardon. Donc c'est évidemment tout à fait compréhensible, il faut une haute fréquence. Quand on dit haute fréquence dans ces cas-là, c'est toutes les quelques minutes pour avoir une information de turbidité et avoir un suivi. Haute fréquence, mais finalement la donnée satellite, elle apporte aussi des informations complémentaires, donc elle ne va jamais remplacer évidemment cette observation ponctuelle ou locale au travers des sondes, mais elle apporte des informations complémentaires qui peuvent aider les bureaux d'études ou même les décideurs à créer leur stratégie de suivi. Donc la donnée satellite, elle a aussi sa place dans ce contexte-là. Voilà, merci pour votre attention.